Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. C'est parti pour la grande édition du soir. Léa, bonsoir. Chère Tidiane, bonsoir. Bonsoir également à vous qui nous suivez depuis chez vous. Voici les titres de cette édition. Le groupe Futur Média, leader donc du paysage médiatique sénégalais en sondage qui place l'Observateur, la RFM et la TFM en tête avec respectivement 46,30%, 34,89% et 44,7%. Le procès Hissène Habré renvoyé jusqu'au 7 septembre prochain. Une décision prise par les chambres africaines extraordinaires pour permettre aux 3 avocats commis d'office pour l'ancien président tchadien de mieux s'imprégner du dossier. Nous en parlons longuement dans ce journal. Et puis fatigue à l'heure du Conseil interministériel décentralisé. Les acteurs du développement local veulent 250 milliards de francs CFA pour la région, là où le gouvernement ne propose que 170 milliards de francs CFA. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Nous démarrons ce journal par ce sondage réalisé en juin dernier dans la région de Dakar auprès d'un échantillon de 1800 personnes. Donc un sondage qui place l'Observateur, la RFM et la TFM, tous issus du groupe Futur Média en tête. Donc sur le paysage radiophonique, la RFM est en tête à Dakar, la TFM est aussi en tête. L'Observateur continue sa course en solo. Léa, je vous en parlais en sommaire. Le procès Hissène Habré suspendu jusqu'au 7 septembre prochain. 3 avocats commis d'office pour défendre l'ancien président tchadien. Une décision des chambres africaines extraordinaires qui ne plaît pas du tout à Maître William Bourdon. Pour Maître Bourdon, Hissène Habré ne collaborera pas avec les avocats commis d'office. Hassan Diomandiaye, lui, voit en ce report une première victoire d'Hissène Habré qui a une stratégie, qui a choisi comme stratégie d'opter pour le silence durant ce procès. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Le procès de Hissène Habré renvoyé au 7 septembre, une décision des chambres africaines extraordinaires pour permettre aux 3 avocats commis d'office de mieux s'imprégner du dossier. Maître William Bourdon, avocat des victimes, émet déjà des craintes. Il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque? Le risque, c'est qu'Hissène Habré revienne dans 45 jours avec plusieurs options. Il y a une option qui est de dire, mais ces avocats, je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi je n'ai rien à faire des avocats, je ne veux pas être défendu, comme je l'ai dit, le procès est illégitime et ça serait cohérent de sa part. Il peut aussi activer des avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions, d'incompétence, de récusation, que sais-je, pour à nouveau indéfiniment gagner du temps et essayer de paralyser le procès. Pour Maître Hassan Diomandiaye, la nouvelle date retenue aura des conséquences lourdes, une première victoire de la stratégie du silence adoptée par l'ex-président tchadien. Nous savons également que la personnalité de l'homme nous pousse à être très prudents. Et nous savons que c'est un guerrier, c'est un homme d'honneur qui ne s'avoue jamais vaincu. Évidemment, tout le monde est perturbé, même les avocats avaient réaménagé leur calendrier en fonction de ce délai. Donc des locations de maisons avaient été faites. Des avocats avaient fermé leur cabinet momentanément, des témoins, des billets avaient été déjà émis. Donc ce sera lourd ce renvoi sera lourd de conséquences. Maître Mbaïsen, Maître Abdouning et Maître Mounir Bala sont les 3 avocats commis d'office pour la défense de Hissène Habré, une tâche qui ne sera pas de tout repos si l'ex-président tchadien continue à adopter la stratégie du silence. Et Maître Mbaïsen, justement, l'un des avocats commis par les chambres africaines extraordinaires, revient sur leur choix de repousser le procès au 7 septembre prochain. Oui, il réfute toute tentative de violation du code de déontologie des magistrats. Il reconnaît tout de même des difficultés dans la collaboration avec Hissène Habré. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Tierno Laurent Mendy et Aminata Mbaresso. Nous avons été désignés par la Chambre africaine extraordinaire chargée de juger le président Habré. C'est cette chambre elle-même, en application de la loi, qui a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de lui proposer une liste d'avocats susceptibles d'être commis d'office pour la défense du président Habré. Cette proposition a été faite par M. le bâtonnier et c'est la Cour elle-même qui a choisi sur cette liste les avocats qu'elle estime devoir commettre. Nous faisons partie de ces avocats. Donc, il ne se pose pas un problème de déontologie.
Si ce problème devait se poser, le bâtonnier n'aurait pas envoyé une liste à la Cour pour lui permettre de désigner des avocats, de les commettre d'office. Eh bien, pour la collaboration, je ne peux pas pour le moment m'y prononcer parce que je ne sais pas ce que le président Habré décidera. Tout ce que je peux vous dire, et je crois que ce sera la dernière question, c'est vous dire que nous avons été commis d'office. Nous sommes obligés d'accepter cette commission et nous commencerons à prendre toutes les dispositions allant dans le sens de la bonne défense des intérêts du président Habré. Et un autre qui ne cautionne pas la démarche des chambres africaines extraordinaires, c'est Maître Ibrahima Diawara, avocat de la défense. Il se dit scandalisé de la démarche des chambres africaines extraordinaires. Ces 3 avocats commis pour lui sont au solde du juge. Je vous propose donc d'écouter Maître Ibrahima Diawara, toujours au micro de Thierry Laurent Mendy et Aminata Maresso. Nous sommes scandalisés et nous avons aujourd'hui la preuve qu'en réalité les chambres africaines extraordinaires veulent juger Hissène Habré tout en violant les droits qui lui sont reconnus. Et je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une commission d'office. La commission d'office, c'est quand un accusé n'a pas d'avocat. Or, dans le cas d'espèce, le président Hissène Habré a des avocats qu'il a choisis et c'est nous-mêmes qui avons été cités pour comparaître à l'audience du 20 juillet. Donc le président Hissène Habré a bel et bien des avocats. Alors ce que nous allons faire, cela résulte maintenant de l'éthique et de la déontologie et de la loi qui régit la profession d'avocat. Vous savez très bien que dans une cause, si des avocats sont constitués, s'il y a d'autres avocats qui sont désignés ou qui veulent se constituer, il leur faut au préalable en informer leurs confrères, ce qui n'a pas été fait. Et comme ça n'a pas été fait, notre déontologie nous permet de leur écrire pour leur dire que nous nous opposons à ce qu'ils se constituent pour notre client. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochains jours. Comme vous l'avez remarqué, la commission d'office des 3 avocats pour la défense d'Hissène Habré suscite une vive polémique. Eh bien, le professeur de droit pénal, Mody Marie Boiré, trouve la décision normale. Pour l'auteur de l'ouvrage L'affaire Hissène Habré, l'affaire Diola, une justice pénale controversée, les avocats commis d'office n'ont commis aucune faute déontologique. Toutefois, le professeur Boiré estime qu'il dispose de peu de temps pour s'imprégner du dossier. Chérif Dia, Thierry Laurent Mendy. En matière criminelle, le ou les accusés doivent obligatoirement être assistés d'un avocat et face au boycott de la défense, les chambres africaines extraordinaires, en vertu de leur statut, ont commis d'office 3 conseils pour l'ancien président tchadien Hissène Habré. Normal, selon cet avocat et professeur de droit pénal à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Pourquoi elle est normale? Parce que tout simplement, le code de procédure pénale du Sénégal, combiné au statut des chambres africaines extraordinaires, permettent de dire que la présence d'un avocat est obligatoire en cour d'assises. Maintenant, on parle de chambre criminelle. Et si l'individu ne peut pas prendre de lui-même un avocat, on va lui commettre d'office un avocat. On est en matière pénale, on n'est pas en matière civile. Donc la commission d'office de ces avocats-là est tout à fait légale. Aux yeux du professeur Mody Boiré, les avocats de Hissène Habré ont tort d'accuser leurs 3 confrères d'avoir commis une faute déontologique. Je ne pense pas qu'ils aient réellement commis de faute déontologique, puisque la loi impose la présence d'un avocat. Si les avocats qui ont été choisis, qui ont été effectivement choisis par M. Hissène Habré, dans le cadre d'une stratégie de défense qu'on appelle une défense de rupture, quittent le prétoire, ne veulent pas du tout que de défendre leur client, parce que leur client leur a demandé de ne pas le défendre. Effectivement, dans le cadre du souhait d'un procès équitable, et chaque fois que l'intérêt de la justice le commande, d'ailleurs c'est dans les statuts des chambres africaines extraordinaires, chaque fois que l'intérêt de la justice le commande, effectivement on peut commettre des avocats pour venir pallier à la défection dans le cadre d'une stratégie de défense des avocats de M. Hissène Habré. L'auteur du livre L'affaire Hissène Habré, l'affaire Diola, une justice pénale controversée,
déplore toutefois le peu de temps dont disposent les 3 avocats commis pour bien s'imprégner du dossier. Les avocats de la partie civile, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont dans le cadre de cette affaire. On est en 2015 et vous avez vu que les avocats de la partie civile, enfin des victimes, sont de l'ordre de 15 avocats, voire plus. Et on n'a commis que 3 avocats. Ce n'est pas égalitaire. On aurait pu commettre au moins peut-être que 10 avocats, voire 13 avocats. Et à ces avocats, y rajouter des avocats étrangers. 45 jours me paraissent insuffisants, puisque c'est un dossier volumineux et c'est un dossier pas de droit pénal général, c'est un dossier de droit pénal international. Hissène Habré remporte la première manche de cette bataille qui l'oppose aux chambres africaines extraordinaires, car l'ancien président tchadien a réussi à chambouler l'agenda de cette juridiction qui avait prévu de dérouler ce procès en 3 mois. Puis le procès Hissène Habré marque la fin de l'impunité en Afrique. C'est le sentiment de beaucoup de Sénégalais interrogés. Seulement son report préoccupe. Un sujet signé Mohamed Dian et Maïmouna Ndiaye. 24 heures après son démarrage, le procès d'Hissène Habré est suspendu pour 45 jours. Ces Sénégalais dénoncent. Procès qui a bien démarré, mais apparemment aujourd'hui j'ai entendu dire que ça a été reporté pour 45 jours. Ils n'ont pas besoin de s'éterniser sur le procès parce qu'apparemment ils ont suffisamment de charges contre lui pour pouvoir faire le procès à un temps bien déterminé. Après le report, une autre crainte décelée. Si on juge seulement Hissène Habré, il y aura quelque chose d'inachevé. C'est ça ma propre préoccupation. Pour le reste, je sais que les juges sont des professionnels et tout se passera bien. Pour bon nombre de citoyens, le procès d'Hissène Habré doit servir aux autres chefs d'État africains. En tant qu'Africain, je ne pourrais pas supporter un chef d'État africain qui se croit roi ou bien un dictateur agir de cette façon. Moi, je dis qu'il est responsable. Parce qu'il est le président. Un président est responsable de tout ce qui peut arriver. Il doit payer. Maintenant, comment payer? C'est ça le problème, mais il faut qu'il paye. Et là, c'est très important pour nous les Africains parce qu'on ne peut pas être en Afrique jusqu'à présent avoir des dictateurs n'importe où. Ces Sénégalais sont unanimes. Ils réclament un procès juste et équitable. Voilà, c'était le dernier élément consacré au procès Hissène Habré. Je vous le disais en sommaire, Fatick a accueilli aujourd'hui un conseil interministériel dirigé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Eh bien, les acteurs du développement local ont proposé près de 250 milliards de francs CFA, là où le gouvernement ne propose que 170 milliards de francs CFA. Justement, Ibrahima Kane, vous êtes en ligne. Bonsoir Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Diao. Alors, Ibrahima Kane, vous confirmez donc la proposition de 250 milliards de francs CFA des acteurs du développement local contre les 170 milliards de francs CFA proposés par le gouvernement du Sénégal. Je vous entends mal, Cheikh Diao, mais retenez que le conseil interministériel s'est déroulé aujourd'hui. Et cette rencontre a permis de dégager les projets prioritaires pour le développement de la région de Fatick. Et selon les acteurs du développement local et l'Agence régionale de développement, tous ces projets sont évalués à près de 250 milliards de francs CFA. Mais dans la présentation du ministère de l'économie et des finances, les montants consignés pour booster la région de Fatick s'élèvent à près de 175 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi donc qu'il y a un écart de plus de 70 milliards entre ces deux propositions. Mais pour savoir l'enveloppe exacte qui sera allouée à la région de Fatick, il faudra attendre demain en réunion de conseil des ministres, puisque c'est le chef de l'État lui-même qui doit trancher la question. Alors, pour trouver les voies et moyens de placer la région de Fatick sur les rails de l'émergence, il fallait d'abord identifier les goulots d'étranglement. La région du Sine souffre d'un manque d'infrastructures et d'équipements. Fatick fait également partie des régions les plus pauvres du Sénégal, avec un taux qui tourne autour de 67,8%. L'emploi constitue un serpent de mer pour les jeunes, il faut le dire. Et à ces difficultés s'ajoute également un problème d'accès à l'eau potable, d'assainissement et d'urbanisation. Alors, des orientations ont été dégagées au cours de cette réunion interministérielle en vue de l'action à court et à moyen terme. Et ces orientations portent essentiellement sur la promotion des activités sylvo-pastorales, sur le relèvement du niveau des infrastructures et des équipements de la région,
sur les orientations à dégager également pour résoudre les différentes contraintes liées à l'accès à l'eau potable et à la qualité de l'eau, à l'énergie, à l'assainissement, sans oublier l'emploi des jeunes et l'amélioration du niveau d'accès des populations aux services sociaux de base. Alors, des programmes à exécuter dans la région de Fatick, il faut retenir dans le secteur de la jeunesse, des projets du PAPEJ, des domaines agricoles communautaires, 9 fermes agricoles, 14 fermes aquacoles et un réseau de boulangeries. Côté infrastructure, il faut noter la création de 229 km de routes et de pistes rurales hydrauliques, un financement de 7 milliards de francs CFA en accord avec la BADEA. Ce financement est en cours d'exécution et le projet cible essentiellement l'accès à l'eau potable dans les îles. Côté éducation également, il faut noter la création future du lycée professionnel de Fatick et dans le volet sportif, il y a également la construction de l'arène Ndiaye Ndiaye dans la région de Fatick, Cheikh Tidiane. Oui, merci Ibrahima Kane. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions. Il y a des agents de Interpol en formation à Dakar. Une présence dans l'objectif, Cheikh Tidiane, est de faire respecter les normes sanitaires aux pays touchés par le virus Ebola. Écoutons les explications de Guy Collier de la prévention bioterrorisme au niveau d'Interpol. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Tian. The purpose of the meeting in Senegal this week is to bring the 6 countries together. À Dakar, c'est de réunir les 6 pays qui sont présents ici. Who have been affected by the Ebola disease over the last year and a half. Touchés par le virus Ebola depuis 2 ans. So that's Senegal, Mali, Nigeria, Le Mali, le Nigeria, Sierra Leone, Liberia and Guinea. Et la Guinée. And as Interpol, we are training and talking to law enforcement officers from those countries. Formation des agents chargés de l'application de la loi dans ces différents pays. To learn the lessons of what's happened in the past. Pour apprendre à partir de ce qui s'est passé par le passé. Where new and unforeseen pressure has been put on law enforcement. Parce que nous savons qu'il y a eu une pression supplémentaire qui était imprévue, qui a été mise sur les agents chargés de l'application de la loi. Retour à présent sur le sermon controversé de l'imam de la grande mosquée de Dakar le jour de la Korité. Parler politique et prendre position, une attitude qui n'honore pas la fonction, selon l'imam Mokhtar Ndiaye. Selon lui, le rôle de l'imam est de parler des préceptes de l'islam, des difficultés que rencontrent les musulmans. Il a rencontré nos reporters Fatou Bintou Conté et Gervais Yao. Utiliser la tribune de l'islam pour parler de politique et surtout prendre position pour un imam, Mokhtar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6 Nord Camp Pénal marque son désaccord d'une image qu'incarne un imam face à une communauté. L'imam représente une personnalité importante en islam et l'imam en quelque sorte est l'une des fonctions les plus importantes de la Oumma islamique. Et par conséquent donc l'imam ne doit pas parler en fait de la politique en tant que telle, mais il doit quand même parler de l'actualité politique, économique, sociale, mais pas s'immiscer dans les affaires politiques jusqu'à prendre en fait parti, comme nous l'avons vu en fait pendant la Korité. Pour cet imam, un sermon doit être axé sur la religion islamique et les vicissitudes de la vie de la communauté et non de prise de position politique. Pour le sermon de l'imam, ce qu'on souhaite en général, que l'imam en fait doit rappeler aux fidèles, il doit leur signifier en fait les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait de les inciter à se plier aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et à pratiquer la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam constitue en fait un intermédiaire entre les fidèles et Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est en quelque sorte en fait le porte-parole, n'est-ce pas? De ce fait, il doit vraiment en fait leur parler, signifier aux autorités politiques de ce pays les souffrances des citoyens. Dès lors, il est important, voire primordial, de revoir le mode de nomination d'un imam. Moi, je le dis souvent, nos imams doivent vraiment être formés davantage. Parce que l'imam, c'est une formation. Ce n'est pas seulement tu as appris l'islam et tu dois être un imam. Il faut impérativement une formation. En tout cas, la politique commence à fausser le sermon des imams au Sénégal, au grand dam des populations et au bonheur des gouvernants.
L'APIX, l'agence de promotion des investissements et grands travaux, organise un atelier de formation. Objectif, renforcer la capacité des agents de l'administration sénégalaise. Plus de 20 projets sont déroulés dans le cadre d'un partenariat public-privé avec comme référentiel le PSE. Maître Eladjinho Goudiouf, directeur de cabinet du ministère de la promotion des investissements, est au micro de Demandao. Aujourd'hui, le référentiel unique des politiques publiques, c'est le plan Sénégal émergent. Et dans le plan Sénégal émergent, il y a un plan d'action prioritaire qui comporte une vingtaine de projets qui doivent être déroulés sous forme de contrat de partenariat, sous forme de partenariat public-privé, pour un montant dépensant pratiquement 1 000 milliards de francs CFA attendus du secteur privé. Donc c'est important aujourd'hui que les acteurs, les administrations, les sectoriels qui doivent mettre en œuvre ces projets-là maîtrisent les outils et les concepts des contrats de partenariat pour pouvoir discuter équitablement avec des partenaires étrangers avec lesquels il y aura des joints-ventures certainement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci à toi, chère Tidiane. Chérif est en place pour la permanence. Chérif, qu'est-ce qui nous attend pour le reste du programme? Mais du lourd comme tous les soirs sur la première chaîne, la plus suivie de Dakar. Et félicitations les gars. Félicitations à toi aussi. Merci beaucoup, restez avec nous. Dans un instant, l'invité du 20h sur TFM.